Bonjour à tous, bienvenue, sur, ce podcast, du Journal du Coin. Moi, je suis, Florent Chazara et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir, Rand Indy. Salut Rand. Et donc, du Salut. coup, tu es le CEO d'une, société qui s'appelle, Zama, entre autres. Et du coup, voilà, on est là pour parler un petit peu de ce projet. Mais concrètement, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que Zama se retrouve un petit peu au cœur, de plein de problématiques actuelles entre, la sécurité, la confidentialité, la vie privée, donc il y a énormément de choses à dire, sur votre projet. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous donner quelques infos sur toi, sur ton Ouais. parcours? Donc je m'appelle Rand. J'ai commencé à coder quand j'avais 10 ans, dans les années 90. J'ai monté ma première startup quand j'étais un ado. C'était un réseau social à l'époque. Puis j'ai fini par m'intéresser à l'intelligence artificielle. Je suis dans l'IA depuis 2003. J'ai fait un doctorat quand j'avais 21 ans en 2007, donc avant que ça marche vraiment. Et j'ai découvert la blockchain en 2013. En fait, mon père était trader en monnaie. Et donc, tu sais, dans les milieux un peu de trading, il y avait un peu quand le Bitcoin est sorti en 2009 à l'époque, les gens en parlaient en disant « Ah, regarde, c'est marrant, une monnaie Internet, c'est rigolo et tout ». Bref, quelques années plus tard, j'ai commencé avec le peu d'argent que j'avais à l'époque à en acheter, quoi. Donc, ça a été un peu l'introduction à la crypto. Et si tu veux, j'ai tout de suite compris que ça allait être un truc absolument énorme. Mais à cette époque-là, j'étais quand même plutôt dans l'intelligence artificielle. Donc, j'ai monté une startup d'intelligence artificielle en France qui s'appelait Snips, qui était une des premières startups en IA qui s'intéressait au sujet de la confidentialité dans l'IA. Donc, cette boîte a été rachetée en 2019. Et depuis, du coup, j'ai remonté Zama pour travailler sur cette technologie qui s'appelle le chiffrement homomorphe, le FHE. Et à côté de ça, j'investis pas mal. Donc, moi, j'adore investir dans des boîtes que personne ne comprend, dans la longévité, la biotech, les semi-conducteurs, et ainsi de suite. Bon, bah, super. C'est un sacré profil, dis donc, 10 ans, à 10 ans, le démarrage sur le code, Ouais. c'est tôt quand même. Bah, Après, je crois que tu as créé, c'est tôt, oui, c'est vrai, c'est tôt. En fait, si tu veux, à l'époque, personne vraiment codait, hein. Je te parle de ça dans les années 90. Il s'avère que moi, j'ai toujours été un peu un geek, hein, donc forcément, quand tu es un geek et que tu sais coder à l'époque, tu fais des sites internet, ça avait commencé tout bêtement, hein. On mettait des photos, des booms sur des sites internet pour que les gens puissent accéder aux photos. Et de fil en aiguille, c'est devenu un réseau social. Et puis c'est là où j'ai compris, si tu veux, qu'en fait, quand tu avais la capacité de créer des choses toi-même, bah, tu pouvais inventer absolument n'importe quoi. Donc pour moi, c'était une évidence que j'allais être entrepreneur d'une manière ou d'une autre à un moment, quoi. d'accord, mais donc du coup, en fait, le fait que tu codes à 10 ans, ça arrive tout de suite, j'ai envie de dire, dans ton adolescence, tu es déjà en train de monter, un réseau social donc? Ouais, ouais, exactement. Je vais Incroyable. pas te mentir, à l'époque, c'était pas forcément pour gagner de l'argent, c'est plus parce que c'était marrant et que forcément ça te rendait un petit peu populaire parce que quand tu crées un site où les gens venaient pour regarder les photos, par extension, tout le monde voulait en fait être pote avec toi. Donc bon, c'était un peu la revanche du geek de l'époque, on va dire, quoi. Ouais, bien sûr, bah, c'est chouette parce que ensuite tu t'es pas arrêté là, en fait. Tu as poursuivi, donc tu as fait pas mal d'études, on va dire, c'est des études plutôt scientifiques? Ouais, ouais. Scientifiques, informatiques, je crois qu'on m'a, si j'ai bien lu, en bioinformatique aussi? C'est ça. En fait, la bioinformatique, c'est l'application de l'intelligence artificielle à de la donnée biologique. Donc c'est hyper intéressant parce que ça allie véritablement l'IA, l'informatique avec la biologie, qui est une autre passion perso, hein. Moi, j'adore, je suis un biohacker, sur tout ça, on pourra en reparler si tu veux. Et d'ailleurs, mon sujet de doctorat à l'époque, qui était sur le protein folding, le repliement des protéines, c'est ce pourquoi Demis Hassabis de DeepMind a eu le prix Nobel cette année. Donc, tu vois, comme quoi c'était vraiment un sujet important, comme quoi l'IA, c'était la bonne approche pour ce problème-là, sauf qu'évidemment, il n'y avait zéro chance que j'arrive à le résoudre il y a 20 ans. Les technologies n'étaient pas D'accord. là. Tu vois, il a fallu des milliards de dollars et 20 ans de recherche pour qu'ils y arrivent, quoi. Mais cela dit, c'est intéressant parce que ça montre que très souvent, les idées existent déjà depuis très 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 longtemps, même si elles n'ont pas encore été mises en pratique ou même si elles n'ont pas encore été développées à grande échelle. Ce qui est d'ailleurs le cas de la blockchain aussi. L'idée de l'argent digital, du cash électronique, c'est pas nouveau, ça fait depuis les années 80 que les gens y réfléchissent à ça. Sauf qu'il a fallu une combinaison de facteurs pour que Bitcoin puisse émerger comme la première monnaie électronique à être largement adoptée.
ce qui nous a donné le reste de la blockchain aujourd'hui. Exactement, ouais. C'est souvent beaucoup de contingences, on va dire. Il faut vraiment que les astres s'alignent pour que ça Exactement. fonctionne. Et d'ailleurs, en tant qu'investisseur, c'est ça que j'adore faire, c'est essayer de trouver quel est le prochain Bitcoin, quel est le prochain ChatGPT que personne, en fait, n'a encore identifié comme un énorme truc. Pourquoi? Alors, je Parce que ça rebondis marche pas là-dessus, c'est vraiment lequel? encore. C'est quoi le prochain Bitcoin? Tout le monde est intéressé. Alors, non, alors je ne sais pas quelle est la prochaine crypto. Alors, si, je vais te dire, la prochaine crypto, ça sera une crypto forcément qui aura un rapport avec le FHE. Non, mais blague à part, je ne sais pas quelle va être la prochaine grosse crypto. Par contre, j'ai quelques idées sur quelles vont être les prochaines grosses techno en blockchain ou en dehors qui vont être importantes. Je pense que dans la blockchain, aujourd'hui, on arrive à une phase où la scalabilité, c'est globalement résolu. Le seul problème qui n'a pas encore été résolu, la raison pour laquelle Zama existe, c'est le problème de la confidentialité. C'est quand même absolument aberrant que tout ce qui se passe sur une blockchain est visible à n'importe qui. Imagine si ton compte bancaire était public, que toutes tes dépenses étaient publiques, que tout ce que tu achetais, tes reçus tickets de caisse, tes emails, tes images, tes messages étaient transparents et publics. Le monde serait absolument horrible. Et pourtant, on essaye de nous faire croire que sur une blockchain, c'est par design qu'on veut ce genre de transparence. Tu vois. Donc, je pense qu'en fait, craquer le problème de la confidentialité sur la blockchain, ça ouvre un domaine d'exploration de produits absolument gigantesque. Je vais même aller plus loin que ça. Le Web 2 est majoritairement pas transparent. La majorité des applications Web 2, les données ne sont pas visibles à tout le monde. Ce qui veut dire que sur la blockchain, on est limité à des usages qui sont une toute petite fraction des usages qu'on a sur Internet et dans le cloud aujourd'hui. Donc, si tu rajoutes la couche de confidentialité, il y a au moins autant d'applications qu'on a dans le cloud et dans le Web 2 qu'on peut commencer à mettre on-chain. Complètement. Et toi, en fait, bon, parce que là, tu nous parles donc de ce qui, à ton sens, va être, on va dire, au cœur des développements de l'écosystème dans le futur proche, moyen terme, pourquoi pas même long terme. Mais toi, les questions de confidentialité, etc., ça a commencé à t'intéresser à partir de quel moment? Il y a eu un déclic? Il s'est Ah passé oui, quelque chose en de fait, ça a particulier? commencé à m'intéresser au début quand j'ai monté le réseau social, quand j'avais 14 ans. En fait, à l'époque, il y avait bon, tu sais, quand tu as 14 ans, entre un gars de 14 ans et un gars de 16 ans, il y a une énorme différence. Et tu avais un mec de 16 ans à l'école qui était beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus fort que moi, et qui en gros m'emmerdait, quoi. Tu vois. Et donc je pouvais pas vraiment physiquement me défendre, pas comme aujourd'hui. Tu vois, j'étais pas, enfin littéralement, j'étais la moitié de lui. Donc je me suis dit, attends, peut-être que le gars finalement, il a un compte sur mon réseau social, et peut-être que si je vais regarder dans ses messages, je vais réussir à trouver des choses incriminantes pour que la prochaine fois qu'il vienne me voir, je puisse lui faire du chantage. Donc ça n'a pas raté. J'ai trouvé tout un tas de messages avec son amoureuse secrète, enfin en tout cas la fille dont il était amoureux secrètement à l'époque. Donc il est venu me voir à l'école un jour. Je lui ai dit, écoute, je sais ça, ça, ça et ça sur toi. Si tu me laisses pas tranquille, tout le monde va le savoir. Il va plus jamais parler. Donc il y a une certaine forme de justice en fait quand il pense que l'agressé agresse l'agresseur d'une certaine façon. Mais depuis ce jour-là, j'ai quand même pas réussi à m'enlever de la tête que ce que j'avais fait était fondamentalement mal, et je le pense, et que j'aurais juste pas dû être capable de le faire. La tentation était trop forte. Si je n'avais pas eu la capacité de lire ces messages, je n'aurais même pas essayé de lire ces messages. Et donc pour moi, c'était évident que si tout allait se digitaliser, si toute notre vie allait être sur Internet, il fallait qu'on arrive à garantir la confidentialité de nos informations par défaut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose où on fait confiance à un tiers, il faut que ce soit quelque chose qui soit garanti cryptographiquement dans l'élaboration même du produit. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand j'ai fait mon doctorat, que je me suis intéressé à la biologie, quand j'ai commencé à regarder de l'ADN, je me suis dit, bon, bah, ça, il faut de la confidentialité. Quand j'ai monté ma boîte d'IA, j'ai fait de la confidentialité le différenciateur numéro un. C'est pour ça qu'après, avec Zama, on travaille sur des techniques de chiffrement pour garantir la confidentialité sur la blockchain. Ça a été pour moi un fil rouge, en fait, toute ma vie, parce que cette première expérience m'a juste montré à quel point le problème était gigantesque. C'est le péché originel, C'est le péché quelque part. originel. Et je peux le dire aujourd'hui, hein, 20 ans après, il y a prescription, donc c'est plus un crime. Mais... Il se reconnaîtra peut-être si jamais il voit cette vidéo. Ah, bah, je pense pas. Mais peut-être, on peut dire, c'est possible, c'est possible, c'est possible. En tout cas, oui,
tu disais, voilà, maintenant, tu as évolué vers l'IA, c'est ça? Bon, à la suite, justement, enfin, plus tard, bien sûr, par rapport à ce réseau social dont tu parles, que tu avais créé donc, quand tu étais plus jeune. Concrètement, les enjeux autour de l'IA sont vraiment au centre du projet Oui. Zama, et tu parles de la confidentialité au premier titre. Euh, c'est vrai que c'est un débat un peu philosophique, j'ai envie de dire, parce que d'une certaine manière, il y a ceux qui vont dire il faut que tout soit transparent pour que justement on sache qui fait quoi, quand, comment, parce qu'il y a énormément de problématiques autour justement de la clandestinité, plus Oui. que, je veux dire, et, et à côté de ça, il y a ceux qui disent ben non, la vie privée, c'est sacré. On n'a pas, et puis il y a tous les problèmes de monétisation des informations, à savoir, bon, voilà, je veux dire, il y a des entreprises entières qui ont fondé leur modèle économique sur la revente d'informations personnelles. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à trouver le juste milieu, mais je crois que la solution que vous proposez avec le chiffrement, alors, homomorphe ou homomorphique? En français, on dirait homomorphe, en anglais, c'est homomorphic. Mais on va dire OK. FHE. FHE pour FHE. Fully Homomorphic Encryption. Donc, on va dire FHE, c'est plus simple. Voilà, FHE plus simple, on va aller plus vite comme ça. Et Voilà. c'est vrai que c'est un petit peu le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cryptage, qui permet justement, d'avoir exactement les mêmes, capacités que lorsqu'on est sur un flux non Mhm. crypté, en fait. C'est-à-dire Exactement. qu'à Donc, aucun moment ça déchiffre, les informations, exactement. c'est ça? Donc, l'idée du FHE, c'est que tu peux faire des calculs sur les données chiffrées sans avoir besoin de les déchiffrer au préalable. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple de l'IA, aujourd'hui, quand tu utilises ChatGPT, tu envoies tes informations à OpenAI pour qu'elle puisse les traiter et te renvoie une réponse. Avec le chiffrement homomorphe, tu enverrais une requête chiffrée. OpenAI n'a pas la clé elle reste chez toi, mais la manière dont ça a été chiffré conserve des propriétés mathématiques qui leur permet de faire tourner leurs calculs et de te fournir une réponse qui elle-même est chiffrée, que tu peux déchiffrer de ton côté. Donc pour toi, en tant qu'utilisateur, le service est le même. Tu envoies une requête, tu reçois une réponse, sauf que maintenant, la donnée est chiffrée quand tu l'as envoyée et pendant le processing, donc elle est chiffrée de bout en bout. Et donc ça, c'est absolument incroyable quand tu y penses, parce que ça veut dire que n'importe quel service sur Internet peut exister aujourd'hui dans sa forme actuelle sans que le fournisseur de service ait accès à la data. Tu vois, ça résout en fait véritablement un peu cette dualité, ce dilemme qui existait auparavant, qui était soit je donne mon information, j'ai accès au service, soit je donne pas et j'ai pas accès au service. En fait, maintenant, tu peux avoir accès au service sans donner l'information. Donc ça, c'est très bien pour le Web 2, c'est très bien pour l'IA. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Web 2, les entreprises n'ont pas forcément besoin de chiffrement. Parce que leurs clients leur font confiance sur ne pas révéler les données. À tort ou pas, qu'importe. Le fait est, c'est toi aujourd'hui, quand tu utilises Gmail, tu fais confiance à Google pour ne pas leaker tes mails. En blockchain, tu n'as pas ça. En fait, quand tu penses en blockchain, tout est transparent par défaut. Tu ne peux pas faire confiance au fournisseur de services pour garder ta donnée de manière confidentielle, puisque ta donnée est sur une blockchain qui est publique et décentralisée. Donc, la transparence, en fait, sur la blockchain n'a absolument aucune solution sur laquelle tu peux juste te baser sur du trust, contrairement au Web 2. Et c'est là où le chiffrement homomorphe, en fait, est une vraie révolution. C'est parce que ça te permet d'avoir des smart contracts qui tournent sur des données on-chain, mais ces données sont totalement chiffrées en permanence. Ni les validateurs voient les données, ni les gens qui regardent la blockchain voient les données. Il n'y a que l'utilisateur qui a envoyé sa requête qui est capable de savoir ce qu'il a envoyé et le state qui correspond. Donc en fait, vraiment, tu prends une blockchain publique, décentralisée, permissionless, tout est vérifiable, tu peux voir tous les calculs qui se passent, mais tu ne vois pas la data auquel s'appliquent ces calculs. D'accord, et alors, juste pour essayer de simplifier, la chose au maximum, en fait, quand tu fais donc ce FHE, quand Mhm. tu dis, on lance une requête et on reçoit la réponse, en fait, en gros, c'est comme si, le calcul qui était demandé à l'origine, à la base avec les informations, on va dire, claires, dévoilées, était transformé en un autre calcul dont le résultat finalement va être le même, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est comme si tu le traduisais dans une autre langue que personne ne comprend. Bah, cette langue-là, tu peux la parler, tu peux l'écouter, mais si tu ne sais pas comment la traduire, tu es incapable d'interpréter ce que ça veut dire.
C'est un peu la même Mais en chose revanche, ici. mais tu peux quand même interagir. Tu peux Tu peux appliquer. quand même interagir, bien sûr. Bah oui, ce langage, quand bien même personne ne le comprend, il a quand même une structure, il a de la syntaxe, il a du vocabulaire. En fait, il a toutes les propriétés d'un langage, sauf que personne n'est capable de le comprendre. En fait, il manque la pierre de Rosette pour le déchiffrer, Ouais, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La première bien fois que sûr, quelqu'un a vu des hiéroglyphes, ça ressemblait à un truc crypté. Tu vois. complètement. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, pour revenir un peu au use case de la blockchain, parce que c'est vraiment important, là où je te disais que dans le Web 2, la confidentialité est un nice to have, hein, c'est un truc qu'on veut mais qui n'est pas obligatoire. Dans le Web 3, en fait, ça ouvre tout un champ d'applications qui n'était juste pas possible auparavant. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens sur la blockchain se jettent sur la techno de Zama aujourd'hui. C'est parce que ça leur permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et donc, tu vois, ces choses, ça peut être tout simplement de garder la balance de tes tokens confidentiels. Donc, personne ne sait combien tu as de tokens, mais tu es quand même capable d'en envoyer à quelqu'un. Tu peux payer des choses avec, mais personne ne voit ni combien tu payes, ni combien tu en as. Tout ce qui est gouvernance, tu peux voter sur des proposals sans que les gens sachent pourquoi tu as voté et avec combien de tokens tu as voté, ce qui t'enlève tous les problèmes de pression sociale de voter dans un sens ou dans l'autre. Les sujets d'identité, tu peux avoir ton identité chiffrée sur la blockchain pour pouvoir prouver, par exemple, que tu es français ou que tu es américain ou que tu as plus de 18 ans pour accéder à un service, sans que personne ne sache qui tu es, quel âge tu as, quelle est ta nationalité, même pas le service auquel tu accèdes en passant. Ça, c'est une grosse Euh, problématique, hein, justement, ces problématiques d'âge, de majorité, etc., sans pour autant. Attends, Tout en étant certain que c'est le cas, si, quoi. si tu peux avoir des tokens chiffrés, de la DeFi chiffrée, de l'identité chiffrée, de la gouvernance chiffrée, ça commence à ressembler quasiment à avoir un pays, en fait. Tu vois. Donc moi, ce que je pense, c'est que cette techno va nous permettre carrément de faire tourner des pays entiers sur la blockchain parce que l'infrastructure publique qui nécessite de rester confidentielle pourra en fait être faite sur la blockchain. Donc imagine en fait si la France tourne on-chain, si tes impôts, ton identité, ta carte, ton permis de conduire, la plaque d'immatriculation de ta bagnole, tout ça en fait est sur la blockchain, mais chiffré, donc personne ne le voit. Bah, déjà, tu as quand même 95% d'efficacité en plus en termes de coût d'opération du pays, quoi. Soyons clairs. Mais au-delà de ça, tu rends toutes ces choses-là composables. C'est-à-dire que les gens peuvent commencer à builder des apps comme ils buildent en fait des apps composables en DeFi. Enfin, Complètement, ouais. c'est énorme. Et quelle est la taille, à ton avis, quelle est la taille du use case d'un pays qui tourne on-chain? Enfin, pour moi, c'est 1000 fois plus gros que la finance, quoi. Je veux dire, tu vois, si l'Amérique est on-chain avec du FHE parce que ça leur permet de garder les choses confidentielles, c'est des dizaines de trillions de dollars de valeur qu'on va rajouter on-chain, quoi. Évidemment. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi donc, toute la problématique même autour de l'identité, numérique. J'imagine que ça rentre un petit peu sur ce Complètement. ça peut complètement être, pris en charge et c'est vrai que c'est une grosse problématique aussi Tu prends ton actuellement, qui est mise identité, en tu fais avant. ton, tu fais ton KYC quelque part. D'accord. Tu fais ton KYC, je sais pas, à ta banque, chez Coinbase, là où tu veux. Tu prends cette information-là, tu la chiffres, ta date de naissance, ton adresse, tout ça, tu la mets on-chain. Donc personne ne sait qui tu es, personne ne voit ses attributs. Mais parce que ça a été chiffré avec du chiffrement homomorphe, tu peux faire des calculs sur ton identité. Donc ton identité, qui est confidentielle, devient composable avec d'autres contrats on-chain. Donc si par exemple tu veux accéder à un protocole DeFi et que le protocole DeFi est MiCA compliant et donc limité aux Européens de plus de 18 ans qui gagnent, je ne sais pas moi, 50 000 euros par an, tu vois. Et ben, tu peux prouver ça sur ton identité on-chain. La seule chose que le contrat apprend, c'est est-ce que oui ou non tu satisfais les conditions du contrat. Ils n'ont pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre sur toi. C'est dingue. T'imagines ou pas? Ton Ah ouais, ouais, non mais c'est identité génial. devient une composante composable des smart contracts en fait DeFi. Alors, j'ai envie de te dire que c'est clair que tout cet exposé, ça a l'air, hyper intéressant et évidemment, ça résout énormément de problématiques. Mais du coup, j'imagine que c'est compliqué à développer? Tu fais pas ça tout seul? Non, je fais pas ça tout seul. Donc chez Zama aujourd'hui, on est 80. Tu vois, on a 80, ouais. levé 90 millions. Euh, Alors ce qui est donc intéressant, c'est que vous êtes en France pour, une bonne partie, non, de l'équipe? Alors la boîte C'est est, une la boîte entreprise est française? France et Suisse, D'accord. franco-suisse, et l'équipe est un peu éparpillée en Europe et en Amérique du Nord. OK, plutôt c'est des profils plutôt de scientifiques? Oui, oui, on a sur 80 personnes, on a 40 PhD, tu vois, 40 docteurs en crypto ou en Ah ouais. autre chose. Bah, en fait, tu es un peu obligé parce que
Bah oui, OK, peut-être pour évidemment. revenir un peu en arrière. Quand on a monté Zama, donc déjà pour parler un peu de mon cofondateur, parce que c'est important, donc Pascal Payet, qui est mon cofondateur, est un des inventeurs du chiffrement homomorphe. Il a un schéma qui porte son nom, qui s'appelle le schéma de Payet. Bref, c'est un peu comme si je te disais, j'ai lancé une blockchain avec Vitalik, quoi. Bah, c'est le gars, mais dans notre domaine à nous. Mmh. Quand on a monté Zama en 2020, le chiffrement homomorphe ne marchait pas. C'était beaucoup trop lent. C'est-à-dire qu'il te fallait plusieurs minutes pour faire un transfert de token, par exemple. C'est pas très fun, hein, si c'est ça l'expérience. Hein. Si ton TPS, alors tu me diras, Bitcoin, c'est 0,00 TPS, j'en sais rien. Bon, bref, on se comprend. Donc c'était trop lent. OK. Deuxième problème, c'était très limité. Tu pouvais faire des choses basiques, comme transférer les tokens, mais tu ne pouvais pas faire de l'intelligence artificielle, tu ne pouvais pas faire de la DeFi, parce que les algorithmes en fait, de chiffrement homomorphe ne permettaient pas de faire des calculs arbitraires. Et le troisième problème, c'est qu'en tant que développeur, quand tu voulais utiliser cette techno, à moins que tu aies un doctorat en cryptographie, il y a de fortes chances que tu t'en serves mal et qu'en fait, ton application soit pétée dans les 3 jours. Donc ça, c'est le problème qu'on a résolu chez Zama. On a créé une nouvelle technologie de chiffrement homomorphe qui peut s'appliquer à n'importe quel use case, de l'intelligence artificielle au smart contract DeFi, qui va 1000 fois plus vite que l'état de l'art de quand on a monté la boîte. Donc aujourd'hui, on peut faire à peu près 30 TPS, donc 30 transactions par seconde sur un serveur. Okay, donc c'est plus qu'Ethereum sur les 10 dernières années. Hein. En tant que développeur, si tu veux faire un smart contract, tu n'as que besoin d'écrire du code Solidity, tu n'as rien besoin de comprendre de comment ça marche derrière. Et ça, c'est vraiment une révolution. C'est-à-dire que pour la première fois, tu peux développer des applications qui intègrent de la confidentialité sans jamais te poser la question de comment ça marche, de comment le sécuriser ou quelles sont les limites en fait du truc. Tu écris du code Solidity comme un smart contract normal, tu le déploies sur la blockchain que tu veux, Ethereum, Base, Solana, Inc, qu'importe, et nous, on s'occupe du reste. OK. En Solidity donc. Pour Il l'instant, y Solidity, a il me parce qu'on semblait avoir target vu, les à EVM. propos de Rust aussi. Alors, on Mmh. target les EVM, donc aujourd'hui, c'est surtout du Solidity, mais à terme, évidemment, on va supporter Solana, on va supporter Aptos, Ton, toutes les autres Oui, oui, blockchains. ça va se faire, Bah, bien ça va sûr, venir. il faut une roadmap. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, alors, 40 PhD, 80 personnes, qui travaillent, au sein de la société, aujourd'hui. Vous avez financé ça comment? Il y a eu, levée de fonds, je crois, tu me parlais tout à l'heure, On vous a, avez on a levé levé, 80 on a 000 levé €. de l'argent, donc on a levé, je pense, peut-être, je crois, la troisième plus grosse série A de l'histoire de France. On a levé 73 millions en série A. Nos lead investors, c'est Multicoin et Protocol Labs. Donc, Protocol Labs, c'est ceux qui ont créé Filecoin, IPFS et ainsi de suite. Et Multicoin, bon, c'est juste, c'est Kyle Samani, c'est Multicoin, seed investor dans Solana. Enfin bref, je t'épargne un peu le Mmh. profil, mais Oui, 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 c'est des profils, quand même, très, 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 on va dire très et, sérieux, quoi. et si tu veux, c'est important d'avoir des investisseurs qui croient sur la vision à long terme, parce qu'au moment où on a levé de l'argent, ça ne marchait pas encore. Donc, tu sais, ce que nous, on a dit à nos investisseurs, c'est il va nous falloir quelques années de R&D pour arriver à une techno qui soit suffisamment fiable, sécurisée et scalable qu'on puisse commencer à se l'appliquer à des usages commerciaux. Donc, pour les 4 premières années, Zama ne faisait que de la R&D. Et depuis à peu près 1 an, on commercialise notre technologie. Donc, on a commencé par vendre notre technologie à d'autres protocoles qui l'intègrent pour offrir la confidentialité dans leurs applications. Donc, on a une quinzaine de protocoles qui sont en train de nous intégrer. Par exemple, Shiba vient de lancer un token qui s'appelle TRIT, qui utilise notre technologie pour permettre des applications confidentielles derrière. Donc, tu vois, ça va de la finance à l'identité au meme coin. Hein. C'est quand même assez large, hein, les cas d'usage de cette techno. Et là, on est en train de lancer notre propre protocole, dont je ne peux pas encore te donner trop de détails, mais qui permettra justement d'avoir la confidentialité sur n'importe quel L1 et L2, même si cet L1 ou L2 ne nous intègre pas nativement. Et quand, tu me dis, par exemple, pour prendre l'exemple de Trit, qui ouvre la possibilité de créer des applications, confidentielles, qu'est-ce que tu réponds si, demain, des gouvernements viennent te voir en te disant: «Mais, en fait, non, c'est pas possible. Nous, on a besoin de pouvoir regarder à un moment donné. Si on veut regarder, il faut qu'on puisse regarder». C'est pas moi qu'il faut aller voir dans ce cas-là, c'est le développeur d'application.
C'est-à-dire que la compliance avec les réglementations locales, tu peux la créer dans ton code Solidity de ton smart contract. Rien ne t'empêche d'avoir un morceau de code qui dit dans telles conditions, j'autorise l'accès à la data. Mais ça, ce n'est pas mon problème en tant que fournisseur de Mmh. technologie. Toi, c'est Tu vois, l'outil, quoi. exactement, moi je suis l'outil. C'est l'application qui doit créer la compliance, ce n'est pas nous. Mais au-delà de ça, de toute façon, le gouvernement en général, il s'en fiche un petit peu de connaître le contenu de la data. Ce qu'ils veulent, c'est la traçabilité. C'est un peu comme si tu compares Tor versus Signal. Quand tu utilises Tor pour te connecter à un site Internet, tu anonymises la trace d'accès au site Internet. Donc, personne ne sait que c'est toi qui accèdes au site Internet, mais le site en lui-même, le contenu est public. Avec, en fait, Signal, tu envoies un message sur un réseau public, donc réseau télécom, quoi, mais le contenu du message est privé. Donc, les gens savent que toi et moi, on s'est envoyé un message, mais ils ne voient pas le contenu. Tor, c'est un petit peu comme Tornado Cache et les mixeurs qui utilisent du ZK pour anonymiser la trace. Ça, non, les gouvernements, ils n'aiment pas. Parce qu'en fait, ils peuvent. J'allais te demander justement de comparer justement le Voilà. FHE et C'est ça le la ZK. différence, en fait. C'est que, en fait, le ZK, ça anonymise la trace, mais ça ne cache pas le contenu. C'est ce qui se passe avec Tornado Cache, c'est ce qui se passe avec Tor. Alors que le FHE, c'est comme Signal. Tu peux voir la transaction sur la blockchain, tu peux remonter la transaction jusqu'à un on-ramp qui est un exchange ou whatever, mais tu ne vois pas le contenu. Et quand ils pensent, en fait, d'un point de vue de compliance, d'un point de vue de gouvernement, la seule chose qu'ils ont besoin de savoir, c'est quelle est l'origine des fonds. Et tant qu'ils peuvent retracer cette origine à quelque part où il y a ton KYC, donc un exchange ou un on-ramp, tout va bien. Tu vois, en fait, il n'y a pas de problème à partir du moment où il y a la traçabilité. Et ça, c'est vraiment, vraiment la force du FHE, c'est que nous, on ne cache pas ton identité, enfin, en tout cas, on ne cache pas ton adresse on-chain, on cache le contenu. Et à contrario, ceux qui pourraient te dire que voilà, moi je suis honnête, j'ai rien à cacher, ça me dérange pas Tu n'as pas qu'on besoin de te vienne voir. servir. Utilise une app qui n'est pas chiffrée, il n'y a pas de problème. Tu vois, je veux dire, mais Tu bon, il y penses a une raison pour laquelle tout le monde utilise Telegram, tout le monde utilise Signal, tout le monde utilise WhatsApp, parce qu'en fait, les SMS, justement, ne sont pas chiffrés, tout le monde le sait. Aujourd'hui, quand tu envoies un SMS, 100% des SMS sont stockés dans une base de données pour la police. Hein. C'est pas grave. Je veux dire, si tu n'as rien à te cacher, comme tu dis, c'est pas la fin du monde. Mais, et si demain, tu as un gouvernement totalitaire? Et si demain, tu as une guerre et qu'un pays ennemi met la main sur cette base de données? En fait, tu Oui, ne oui, sais pas ce savoir qui va se qui passer est dans le pour, qui futur. est contre, ce que tu penses, Écoute, qui sont les opposants, bien sûr. la seule garantie qu'il ne t'arrivera rien de mal, quel que soit ce que nous réserve le futur, c'est que la donnée ne soit jamais accessible. Point. OK, OK. Et donc du coup, toi, en fait, ça t'a semblé naturel de développer ce projet en France? Bon, j'étais là, Ouais? Tu tout te sens bien? simplement. Non, mais je veux dire, c'est une question. Souvent, on entend parler, de la fuite, Écoute, des cerveaux, en revanche, dernièrement, je crois que j'ai entendu à la radio l'Arabie Saoudite qui va mettre pas mal de sous, sur la table pour la création d'un pôle, IA et cetera en écoute, France. Donc, c'est un peu, voilà. la réalité, je vais te dire un truc, c'est tu peux entreprendre partout dans le monde. De toute façon, moi, mon marché, c'est pas la France. Donc, mes clients sont partout, mes utilisateurs sont partout. Le fait d'être une boîte française, c'est plus parce que j'aime bien vivre à Paris et que je connais le système ici, donc c'était facile pour moi de le faire, tu vois. Après, il y a quand même des moments où quand les gouvernements et les réglementations deviennent trop contraignantes, en fait, tu pars un peu à contre-cœur, non pas parce que tu n'aimes pas le pays, mais parce qu'en fait, tu ne peux juste plus rien faire. Donc c'est là, en fait, si tu veux, où il commence à y avoir un arbitrage. Je pense qu'aujourd'hui, en Europe, on est un peu à la limite de ça, mais on n'a pas encore dépassé le stade où ça devient invivable en tant qu'entrepreneur. Mais on n'est vraiment pas très loin. Hein. Je pense que ça se joue à pas grand-chose, en fait, pour faire basculer, où là, tout le monde dit, vas-y, tu sais quoi, je me casse. Franchement, j'en ai marre, foutez-moi la paix, je veux juste monter ma boîte. Quoi. On n'est pas encore à ce niveau-là. Par contre, l'instabilité réglementaire, c'est un problème énorme aujourd'hui. Tu vois, les gens pensent en fait que ce qu'il nous faut, c'est zéro impôt et pas de réglementation. Et ça serait super. Mais en fait, ce qu'il nous faut, c'est juste un système stable où tu as le temps de t'adapter et où tu n'as pas besoin de changer toute ta stratégie tous les ans parce que quelqu'un a une lubie un petit peu nouvelle et a décidé de tout remettre à zéro. Ça ne marche pas comme ça. La stabilité, c'est véritablement la clé pour créer un écosystème entrepreneurial qui marche bien. Donc moi, ce que j'explique à tout le monde, ce que j'explique aux politiciens, ce que j'explique à tous les gens qui veulent l'entendre,
c'est que si tu veux créer un écosystème où tu as des trillions de dollars companies, que le prochain Tesla, Apple, SpaceX est en France, il te faut que deux choses. Juste deux choses. Premièrement, que tu arrêtes de changer les règles tout le temps. Donc ça peut par exemple être d'autoriser les entreprises à demander ce qu'on appelle un rescrit, c'est-à-dire que tu vas voir le gouvernement et tu dis je veux que tu me valides que les règles aujourd'hui s'appliquent à moi de telle façon et pendant 5 ans, ils ne peuvent pas changer ça. Ça se fait pas mal dans d'autres pays comme en Suisse, où globalement, pendant 5 ans, tu es garanti que tu peux opérer dans le contexte dans lequel tu as monté ta boîte. Ce qui est vachement bien. Ça te donne 5 ans pour développer ton business et puis après, bah, tu t'adaptes. Mais bon, au bout de 5 ans, tu as de l'argent, tu as grossi, tout ce qu'il faut. Premièrement, c'est ça. Tu te donnes de la stabilité aux entrepreneurs. Deuxièmement, il faut permettre aux entrepreneurs de réinvestir l'argent qu'ils ont gagné dans d'autres startups avant de devoir payer des impôts. Parce que si tu taxes les gens et à la fin, il leur reste 30%, bon, ils n'ont peut-être pas envie de redépenser, de tout réinvestir. Quoi. Ils vont peut-être le garder tu vois, pour vivre tu vois, ou pour s'acheter une maison ou qu'importe. Si jamais tu leur permets de tout réinvestir et de payer de l'impôt que sur ce qu'ils gardent à la fin, je peux te garantir que tu auras des dizaines de milliards d'investis dans les startups par tous les entrepreneurs en fait, qui vendent leur boîte. Tu vois. Tu fais juste ces deux choses-là, juste ça, et je te garantis que dans les 10 ans, tu as une startup française qui vaut 1 trillion de dollars. La supralicorne. Mais la supralicorne. Et d'avoir ça dans un écosystème, c'est ultra puissant. Tu vois, ça montre en fait une dominance globale qu'aujourd'hui, on ne voit que aux États-Unis et en Chine. On peut, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas y arriver. Il faut juste Non, non, bien créer les sûr. bonnes incentives pour les entrepreneurs. Très bien. Et on parlait tout à l'heure aussi donc effectivement de toutes les potentialités autour de la FHE, du fait que c'est important aussi. Et il y a aussi un gros sujet autour du machine learning. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de machine learning, les réseaux de neurones? Est-ce que déjà tu as une manière simple d'expliquer ce que c'est? L'intelligence artificielle. Alors, oui, en fait, si tu veux, l'idée de l'intelligence artificielle, ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on appelle du deep learning. Donc, le principe du deep learning, c'est quoi? C'est tu vas prendre ce qu'on appelle des neurones artificiels, et tu vas les empiler en couches successives. D'accord. Donc, imagine, tu as une couche de neurones, une deuxième, une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Puis ensuite, tu vas créer des connexions entre ces différentes couches. D'accord. Donc, ton neurone de ta couche 1 va être connecté à celui-là, et ainsi de suite. Et tout le but du machine learning, c'est d'apprendre en regardant des exemples comment connecter ces différents neurones dans ton réseau de neurones. D'accord. Et donc, comment tu fais ça? Tu donnes des exemples, des exemples, des exemples. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un exemple, tu ajustes un petit peu ce qu'on appelle les paramètres. Donc, tu ajustes là, tu ajustes là, tu ajustes là, jusqu'à ce que tu arrives à recréer les exemples qu'on t'a donnés un peu en partant de rien. Donc ça, c'est extrêmement simple conceptuellement, sauf qu'évidemment, c'est très compliqué à faire à grande échelle, quoi. Et ce qu'on s'est aperçu avec les LLM, c'est que plus les modèles sont gros, plus tu as de data, plus tu as en fait de l'intelligence qui émerge à partir de ça. Et c'est pour ça qu'en fait, les large language models, les LLM aujourd'hui, sont aussi bluffants. C'est parce qu'ils ont des tailles absolument gigantesques. Donc là, on arrive un peu aux limites de cette loi de scalabilité. On voit en fait que rajouter plus de paramètres ou plus de data ne change pas grand-chose à l'intelligence de ces réseaux. Par contre, on commence à inventer d'autres techniques. Donc, je ne sais pas si tu as vu dernièrement, mais tu peux avoir maintenant des LLM qui réfléchissent. En fait, finalement, qui se promptent à eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils arrivent à une réponse à ta question, quoi. Donc, un peu comme toi, quand tu réfléchis, tu poses un peu des questions en boucle, Ouais, ouais, bien ils sûr, ont fait la ouais. même chose dans l'IA. Donc là, c'est intéressant, tu as ce côté un peu récursif qui t'emmène au bout de la Des réponse. fois aussi, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait en face deux IA différentes et qui les Voilà. faisait Mais converser. voilà, exactement. En fait, tu en as une qui fait une prédiction, l'autre qui dit je pense que tu as tort ou tu as raison. Et en fait, par renforcement mutuel, ils arrivent en fait à s'améliorer. Donc, tu as tout un tas de techniques qui existent, mais le principe de base, c'est toujours la même, c'est que tu as plein de neurones qui sont empilés et tu essayes de créer des connexions entre eux de la manière la plus efficace possible. Et vous, chez Zama, je crois que vous avez mis en ligne une démo Alors, donc nous, chez avec un Zama, chiffrement on humain. ne fait pas d'IA, on Non. applique le FHE à l'intelligence artificielle aussi pour permettre en fait de faire l'intelligence artificielle de manière confidentielle. Après, je ne vais pas te mentir qu'en termes de business, c'est surtout notre business blockchain aujourd'hui qui cartonne.
parce que là, en fait, il y a une vraie demande. Hein. Comme je t'expliquais, ça ouvre des nouvelles applications qui n'existaient pas avant. Notre business intelligence artificielle, disons qu'il n'y a pas encore de cas d'usage où les gens se sont dit « Ah, j'en ai vraiment, vraiment besoin ». Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, les gens veulent juste que les modèles soient plus petits et moins chers. En gros, tu vas être plus intelligent. Ils n'ont pas encore passé le cap où la confidentialité est une nécessité. Alors que dans la blockchain, comme je t'expliquais, ça va déjà assez vite, c'est déjà plus très cher. Le seul truc qui manque, c'est la confidentialité pour builder ces nouvelles applications. Et, hem et du coup, tu le disais toi-même, c'est vrai que, est-ce que vous arrivez quand même à trouver bon alors, évidemment, j'ai envie de dire que tu as déjà répondu tout à l'heure avec votre levée, de fonds, qui a eu, un grand succès. C'est vrai, c'est pas trop compliqué de pitcher justement ce genre de problématiques quand même qui sont assez complexes, vous avez, facilement, l'écoute de gens, on va dire, qui potentiellement peuvent réellement changer la donne? Ou, Bah, c'est encore trop abstrait pour, toi, tu n'es pas chercheur en crypto à la base, non? non. Voilà. On a réussi à avoir une discussion. Bon, donc je pense que le sujet, en fait, n'est pas si complexe que ça quand tu arrives, en fait, à appréhender les usages que ça permet d'avoir. Tu vois, je pense que ce qui est compliqué, c'est si j'essaie d'expliquer les maths, mais ce que nous, on vend, c'est pas des maths. Ce qu'on vend, ce sont des applications que tu peux créer à partir de ça. Donc, c'est beaucoup plus facile d'expliquer des applications que d'expliquer, en fait, des techniques. Cela dit, clairement, nos investisseurs, au tout début, quand je suis allé les voir, je leur ai dit, bon, les gars, on est en train de bosser sur cette techno, personne ne comprend vraiment comment ça marche, il va nous falloir 3-4 ans de R&D, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est un certain profil d'investisseur qui est capable d'investir en ce genre de boîte. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde, et je vais pas te mentir qu'en allant voir pas mal de fonds, ils me regardaient un peu avec des grands yeux, genre, mais de quoi tu me parles, quoi? Mais on a trouvé des bons investisseurs qui, justement, eux-mêmes étaient intéressés par la cryptographie, par la tech, et qui voyaient dans cette technologie les opportunités que ça pouvait apporter. Après, je ne vais pas te mentir aussi que ça aide d'avoir vendu une boîte avant. En termes de, tu vois, de réputation et de confiance que les gens te font, c'est quand même beaucoup plus facile la deuxième fois que la première fois. Et je vais rebondir là-dessus parce que donc tu parles d'investisseurs qui sont venus, vous soutenir, dans le développement du projet, mais tu disais tout à l'heure que tu étais toi-même un investisseur Ouais. et que, tu aimais beaucoup, justement partir à la recherche, de ces pépites, de ces, projets justement qui sont un peu en dessous des radars. Tu as une technique particulière pour ça? Tu cherches ça, Écoute, tu trouves ça où? Comment? l'avantage d'être un entrepreneur dans la deep tech, c'est que je vois en fait à quel point c'est difficile pour quelqu'un qui monte une boîte très tech de lever de l'argent au début. C'est très facile de lever de l'argent quand ton produit marche, que tu gagnes de l'argent, que tout le monde en parle et ainsi de suite. C'est très difficile de lever de l'argent quand rien ne marche et qu'il va falloir des années de R&D. Donc, moi, mon pitch, en fait, c'est de dire, si tu montes un projet que personne ne comprend, viens me voir, parce que moi, j'aime bien comprendre les trucs que personne ne comprend. Tu vois, c'est un peu mon sweet spot en tant qu'investisseur, c'est d'investir dans les boîtes avant que les gens n'aient compris à quoi ça servait ou ce que les boîtes étaient en train de faire, tu vois. Donc, pour moi, les critères sont extrêmement simples. C'est, euh, est-ce que je suis déjà convaincu du marché et de la technologie? C'est-à-dire, par exemple, tu viens me parler, je ne sais pas moi, de fusion nucléaire. Tu n'as pas besoin de m'expliquer pourquoi la fusion nucléaire est importante. Je le sais déjà, ça m'intéresse déjà. Je sais quelles sont les problématiques scientifiques qu'il faut résoudre pour que ça marche. Donc, la seule chose que je cherche, c'est les bons fondateurs qui vont monter le projet. Donc, in fine, j'investis pas dans tout et n'importe quoi. J'investis dans des secteurs que j'ai choisis, où je comprends les problématiques. Et donc, mon choix, c'est 100% un choix qui est fait sur la personne que j'ai en face de moi. C'est un jugement humain au final, tu vois. Et parfois, ces personnes-là sont des professeurs d'université qui travaillent sur le sujet depuis 20 ans, qui montent une startup. Parfois, c'est des mecs de 20 ans qui montent leur première boîte. Il n'y a pas de règle, si tu veux, sur le profil type. Par contre, il y a une chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils arrivent en fait à te convaincre qu'ils comprennent le sujet, qu'ils ont une façon, en tout cas qu'ils ont une stratégie pour résoudre le problème et qu'ils ont la niaque, quoi, tu vois, qu'ils vont aller au bout du truc. OK, OK. Et du coup, ces gens, tu les trouves où? Ils viennent te voir? Alors aujourd'hui, les gens savent que j'investis, donc ils viennent pas mal me voir. Puis ensuite, c'est de bouche à oreille. Moi, je contacte des gens. Tu sais, je sais pas, je vois passer un truc sur Internet, je lis un papier académique avec
avec un chercheur qui a publié des résultats intéressants, j'envoie des mails aux gens, je dis, bah, tiens, raconte-moi un peu ton truc, est-ce que tu es en train de monter une boîte et j'essaye en général d'être un des premiers investisseurs. Donc D'accord. ça m'arrive très souvent de contacter des chercheurs qui ont publié leurs travaux à l'université et du coup de rester en contact avec eux pour que le jour où ils montent une boîte, je sois un des premiers qu'ils appellent. Ça t'est arrivé même de contacter des gens, de leur demander s'ils étaient sur un projet particulier et que ça soit toi, entre guillemets, qui leur mette le pied à l'étrier, en les Ah oui, appelant? complètement, ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais, bien sûr. J'ai déjà convaincu des gens de monter des boîtes. Ouais. Parfait C'est et pas un cadeau, hein. Monter une boîte, c'est extrêmement difficile. Hein. Donc attention, hein, oui, oui, c'est pas oui, 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 toujours, bien sûr, je sais bien que c'est pas, et puis, c'est vrai que c'est ingrat, je trouve, comme situation. Souvent, c'est beaucoup d'efforts au départ, beaucoup de frustration. Il faut vraiment être déterminé, pour s'accrocher au début parce que comme tu dis, au début, c'est compliqué d'arriver à faire son chemin et à partir du moment où on passe un certain palier, un certain cap, où on arrive à lever des fonds, à convaincre les premières personnes, là, ça se facilite, mais c'est Dès que vrai tu as que du momentum, hein, dès que tu as un peu d'inertie, ça va vite. Le plus dur, mmh. c'est vraiment le début. Je pense que la première année, quand tu montes une boîte, c'est vraiment le plus dur. Et du coup, pour en revenir, à Zama, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de crypto, de blockchain, de protocoles, mais, est-ce que alors tiens, je vais lier les 2 sujets, dont on vient juste, de parler. Si quelqu'un a envie d'investir dans Zama, il fait comment? Mmh. Un peu compliqué maintenant parce qu'on a levé beaucoup Pas tout de d'argent. suite. Donc, D'accord. déjà, on a largement suffisamment d'argent pour plusieurs années sans se poser de questions. Et Mmh. ça inclut même pas les revenus qu'on fait. C'est-à-dire que si j'arrêtais de gagner de l'argent, si Zama arrêtait de gagner de l'argent, donc on a zéro revenu et qu'on continuait de recruter, qu'on continuait de dépenser autant, on aurait encore plusieurs années de cash. Bon, donc on est plutôt tranquille, tu vois. Ouais. Heu, après, comme Est-ce j'expliquais, que ah on va bientôt annoncer et lancer un protocole. ouais. Donc là, il y aura des opportunités autour de ça. C'était ce que j'allais te demander, du coup, est-ce que vous envisagez, voilà, justement d'ouvrir un petit peu les choses Écoute, autrement, voilà? c'est Mais ne m'en dis pas plus, on n'en tu me parle dis pas pas pour plus. l'instant. Tout ce que je vais te dire, c'est qu'on va faire les choses très, 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 très différemment de tout ce qui se passe en fait aujourd'hui dans la blockchain depuis quelques années. On Moi, je suis dedans depuis 2013. Mmh mh. Les ICO me manquent. Tu vois, d'être early dans les projets me manque. Et je pense que Zama travaille sur une techno qui est tellement fondamentale pour la blockchain qu'on a une opportunité de rallier beaucoup de gens autour en faisant les choses bien. Comme j'expliquais, tu vois, Zama n'a pas besoin de lever de l'argent aujourd'hui. Donc, on n'a pas cette contrainte, si on lance un protocole, de devoir le faire comme tous les autres projets qui avaient besoin de cet argent. Tu vois. Donc, je ne veux pas en dire plus que ça, mais disons qu'on est en train un petit peu de réinventer un nouveau modèle sur comment lancer en fait des protocoles. Bah, Et j'ai je hâte pense de que ça va voir, plaire à la communauté. Je pense que ça va plaire à la ouais, communauté. j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte d'en parler aussi, à la communauté. On Ouais, a fait pas mal, il faut me suivre sur Twitter, hein. Ça sera la meilleure façon ah, d'être au courant de quand on commence à en parler, hein. Donc moi, c'est très simple, c'est Rand Indy, R-A-N-D-H-I-N-D-I. Pour quelqu'un qui travaille dans la privacy, je suis très facile à trouver sur internet, hein. C'est Rand Indy sur Twitter et comme ça X pardon. ouais, Et arrobase Rindidi alors. arrobase Rand Indy, ouais. OK, OK et je pense, ouais, je disais, je pense qu'on a fait à peu près, le tour. Est-ce que tu avais envie de parler encore, d'un autre sujet autour de justement, de Zama, de ce que vous proposez, des différents, produits peut-être, rentrer plus dans le détail ou, tu penses que notre présentation là, elle est, Écoute, peut-être juste te donner un petit peu la vision à long terme de ce qu'on veut faire. Donc pour nous, si tu veux, la blockchain, c'est un go-to-market, c'est un point de départ. Pourquoi? Parce qu'on voit que notre techno permet de résoudre des problèmes dans la blockchain et d'ouvrir un nouveau champ d'application. C'est un peu comme Internet avant et après HTTPS. Tu vois, tu n'aurais jamais mis ta carte de crédit sur un site si jamais la transmission de cette information n'était pas chiffrée avec HTTPS. Tu vois, le petit cadenas là oui, oui, complètement, ouais. Donc, à quoi ressemble HTTPS pour la blockchain? C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est ça le protocole qu'on est en train de lancer. Euh, une fois qu'on a déployé ça largement sur la blockchain, la prochaine étape,
c'est de faire ça sur n'importe quel service sur Internet. Donc, pour moi, la vision à long terme, c'est que si on fait notre job correctement, tout ce que tu fais on-chain, online, dans le cloud, sur ton IA, qu'importe, est chiffré de bout en bout. Et ça veut dire que les questions de confidentialité de vie privée, en fait, tout le monde s'en fichera. Non pas parce qu'ils auront laissé tomber et qu'on sera dans un état de surveillance permanent, mais parce qu'en fait, ça sera garanti par défaut dans toutes les applications qu'on utilisera. Donc, ça ne sera juste plus un problème auquel on aura besoin de se soucier, auquel on aura besoin de penser. Et pour moi, c'est vraiment ça la vision à long terme de Zama, c'est de faire en sorte que la vie privée soit garantie sans que personne ait besoin de se poser la question. Très bien. Beh, j'ai envie de dire que c'est un beau mot de la fin. Il me semble que, on a pas mal, balayé tous les sujets autour, justement, du FHE, donc le Fully, Encryption Homomorphic Encryption. C'est Bravo. ça? Voilà. C'est pas simple à prononcer, comme ça marche mieux FHE. Ça marche mieux FHE, ouais. Et du coup, ben, je vais conclure, en disant donc à toute la commu, voilà, si vous avez, des questions, hésitez pas à les poser en commentaire en dessous, donc de la vidéo quand elle va sortir. Abonnez-vous, cliquez. Abonnez-vous aussi, donc au fil, X de Rand. Je te remercie beaucoup pour cette entrevue. Et puis, bah, je te Merci dis, Florent. à bientôt j'espère et compte sur le journal du coin pour, suivre vos aventures et Génial. parler des Eh ben, on en avancements, reparlera alors. Ça marche. de Merci. toute cette techno. Merci à Allez, à tous. bientôt tout le monde. Au revoir. Salut.